Faites vos dernières offres. Le vieux a eu sa chance. C'est ce que hurla le commissaire-priseur, déclenchant les rires de la foule alors que les pancartes d'enchères se levaient en cadence. Seul, debout à l'écart, un vieil homme en chemise propre et bottes usées tenait son chapeau comme s'il s'y accrochait pour ne pas tomber. C'était tout ce qui lui restait. Ses yeux fixaient l'horizon comme s'il cherchait une réponse dans ces collines qu'il avait labourées toute sa vie. Mais 10 minutes plus tard, un grondement sourd fit trembler les cailloux du chemin de terre. Lorsqu'un convoi militaire noir s'immobilisa dans un nuage de poussière et qu'un officier descendit pour crier « Suspendez la vente !» ordre direct du ministère de la Défense, tout bascula. Si vous croyez que jamais un ancien combattant ne devrait perdre la terre qu'il a défendue, commentez « Je défends l'honneur » sous cette vidéo. René Lemoine, 82 ans, avait travaillé les mêmes terres en périphérie de Saint-Jean-du-Lac depuis 1969. 54 années à labourer, semer, récolter sur les 200 hectares qu'il tenait de son père. Chaque clôture en bois, chaque pierre de fondation portait la trace de ses mains calleuses et de son acharnement. Cette ferme n'était pas simplement un terrain. C'était le lieu qu'il avait rejoint après 18 mois dans l'enfer gelé de Corée. C'était là qu'il avait ramené Simone, son épouse, dans ses bras le soir de leurs noces. C'était là qu'ils avaient élevé 3 enfants, enterré 2 d'entre eux, et vu le dernier enfiler à son tour l'uniforme de l'armée. C'était aussi là, sous le vieux chêne qu'ils avaient planté ensemble un demi-siècle plus tôt, que Simone avait poussé son dernier souffle il y a 4 ans. René s'en sortait encore malgré son âge jusqu'à ce petit AVC. Rien de trop lourd. Il marchait encore, parlait toujours, mais les factures médicales s'étaient empilées comme feuilles mortes. Son nouveau traitement cardiaque lui coûtait plus cher chaque mois que ce que son père avait payé pour son premier tracteur. Il s'était donc tourné vers la banque Méritas, celle qui tenait son prêt immobilier depuis 3 décennies. Il pensait qu'il l'aiderait. Mais Méritas avait été racheté 6 mois plus tôt par le groupe financier Altis, une entreprise froide et anonyme. Le nouveau conseiller, à peine plus âgé que son petit-fils, n'avait même pas pris le temps de lire ses antécédents. « Votre ratio dette-revenu est incompatible avec nos critères actuels, monsieur Lemoine. Peut-être devriez-vous envisager la vente ? Ce terrain a un excellent potentiel pour un projet résidentiel. » René avait sorti lentement sa carte d'ancien combattant. « J'ai servi. Il existe des programmes pour les vétérans. » Le jeune banquier avait esquissé un sourire sans chaleur. Oui, mais ces programmes nécessitent des dossiers complets et une demande dans les délais. Malheureusement, la procédure de saisie est déjà lancée. Les courriers de ses voisins, les pétitions locales, même une lettre de soutien de l'amicale des anciens combattants n'y avaient rien changé. La procédure avait avancé avec une froideur administrative implacable. Altis ne voulait pas récupérer un homme mais liquider un actif. Et ce matin d'automne, le soleil projetait de longues ombres sur les collines quand la vente aux enchères commença. René s'était vêtu de sa plus belle chemise à carreaux, de son pantalon bien repassé, et avait ciré ses bottes, les mêmes qu'il portait à la messe depuis le décès de Simone. Les drapeaux de son fils, l'un tricolore, l'autre aux couleurs du régiment, pendaient mollement sur le mât rouillé près de la grange à moitié effondrée. Le commissaire-priseur, un homme bruyant, le costume trop neuf et le parfum bon marché, s'était installé sur une estrade de fortune au bord du chemin. Une 40aine de personnes étaient présentes, des promoteurs en chemise repassée, des agriculteurs qui lorgnaient sur son vieux tracteur et des badauds venus assister à la chute d'un vieil homme. « Mesdames et messieurs, ce que nous avons ici est un véritable bijou. 200 hectares, la maison a besoin de travaux, certes, mais la valeur est dans le terrain. Vente ordonnée par la banque, toutes les offres sont définitives. » René resta en retrait, triturant le bord de son chapeau. Il avait survécu à la guerre, enterré une épouse et 2 enfants, traversé sécheresse et inondations, mais ce qu'il vivait là, cette humiliation publique, lui lacérait l'âme plus profondément que n'importe quelle blessure physique. « Le vieux a eu sa chance ?» reprit le commissaire-priseur avec un ton de confidence, bien que son micro diffuse ces mots à toute l'assemblée. « Il n'a pas su évoluer. Son erreur, votre opportunité. » Quelques rires nerveux fusèrent. La majorité évitait de croiser le regard de René. Mais un homme grand, costume cintré, sourire narquois, un promoteur sans doute, accompagné de 3 jeunes, en chemise brodée du logo Avenir Habitat, l'observait avec mépris. Mise à prix, 450 000 €. Qui dit mieux ? René ferma les yeux. La ferme avait été estimée à plus de 800 000 € 2 ans plus tôt, avant que les prix des terres ne s'envolent. La banque ne se contentait pas de lui reprendre sa maison. Elle la bradait. Personne ne se tenait à ses côtés.
Pas le maire, qui avait signé l'autorisation de vente sans débat, pas le juge Leroy, qui avait validé la saisie sans audience, pas même le curé Besson qui avait promis de venir mais brillait par son absence. Les pancartes montaient, 400 000, 500 000, puis 550 000. La vieille grange de son grand-père, les champs où ses enfants avaient couru, l'étang où il avait appris à son petit-fils à pêcher, tout se réduisait à des chiffres. 575 000 pour le monsieur en bleu. J'entends 600 000. Le grand promoteur leva son panneau sans hésitation. 600 000 euros. Terrain parfait pour un golf. Imaginez des résidences de luxe avec vue sur la vallée. René serra plus fort son chapeau. Un golf. Il raserait la grange. Il comblerait l'étang. Il nivellerait les collines jusqu'au vieux chêne. Une voix d'adolescent jaillit dans le silence. C'est qu'un vieux. Il ne tiendra pas un an de plus. Le père ne dit rien. La foule éclata de rire quand le commissaire-priseur montra la vieille maison décrépite. On pourrait offrir le poulailler avec. Il lui faudra bien un endroit pour dormir. René ne réagit pas. Il tenait bon. Mais sa main libre alla chercher la photo de Simone, rangée dans sa poche de poitrine. Et juste derrière, un vieux papier jauni, une lettre signée par un général de l'armée, reçue 50 ans plus tôt, après qu'il eut autorisé une manœuvre militaire sur ses terres. Elle disait « En reconnaissance de votre service et de votre contribution à la sécurité nationale, il est garanti que cette terre ne pourra jamais être retirée à un homme qui a servi sous les couleurs de notre nation avec honneur. » De simples mots, semblait-il, comme « Merci pour votre service ». Des mots, rien de plus. 675 000. Une fois, annonça le commissaire-priseur. Le promoteur leva de nouveau sa pancarte. 700 000. Deux mots qui résonnent comme une condamnation. 700 000. Une fois, deux fois. Mais soudain, un bruit grandissant se fit entendre. Un grondement sourd, régulier, qui fit tourner toutes les têtes. René, lui, le reconnut aussitôt. Ce son, il le portait encore dans les os, le roulement profond des véhicules militaires roulant à vive allure sur les chemins de campagne. Un nuage de poussière s'éleva au loin. Puis apparurent 4 SUV noirs, plaques gouvernementales brillantes, suivies de 2 camions de transport kaki. Ils se garèrent en arc de cercle autour du site, avec une précision qui ne laissait place à aucun doute. L'armée était là et elle ne plaisantait pas. Les moteurs se turent d'un coup. Des militaires en uniforme sortirent, leurs visages fermés, leur posture impeccable, pas la police locale ni les gendarmes, mais de vrais soldats en service actif. Un colonel, aux tempes argentées, monta d'un pas assuré sur l'estrade Femae, improvisée, flanqué de 2 officiers portant des mallettes officielles. Le commissaire-priseur recula, le micro pendant au bout de sa main tremblante. Cette vente est suspendue avec effet immédiat. La voix du colonel claqua comme un ordre de mission. Sur directive du ministère de la Défense, code d'autorisation novembre Écho 739. Le shérif du coin, un homme habitué à imposer sa loi dans les fermes environnantes, s'avança d'un pas, la main près de son arme. « Attendez une minute, il s'agit d'une procédure civile. Vous ne pouvez pas ?» Le colonel se tourna vers lui, son regard calme mais chargé d'autorité. « Shérif Delmas, je pense que vous constaterez que notre juridiction prime sur la vôtre dans cette affaire. » Il fit signe à l'un de ses officiers, qui lui tendit un porte-document en cuir frappé de plusieurs sceaux fédéraux. Le shérif jeta un œil au document, déglutit, puis recula en silence. Pendant ce temps, une jeune lieutenante s'était détachée du groupe et s'était approchée de René. Elle se posta devant lui, se redressa et le salua d'un geste impeccable. « Sergent Lemoine, je suis la lieutenante Élise Moreau. Mon grand-père s'appelait Général Moreau. » René fronça légèrement les sourcils. Le nom ne lui était pas inconnu. Avant de mourir, il nous a fait promettre de vérifier les registres, de nous assurer que la lettre qu'il vous avait envoyée serait honorée, coûte que coûte. Elle désigna la poche de René où dépassait le bord du papier jauni. Vous avez formé mon père à Montauban en 1985. Il ne vous a jamais oublié, nous non plus. Derrière eux, les protestations commençaient à s'élever. Le promoteur tempêtait, épaulé par le commissaire-priseur. C'est du délire. J'ai des investisseurs en ligne, des contrats en attente, on a des droits. Mais la voix du colonel, tranchante comme une baïonnette, coupa court au cri. Et lui aussi a des droits qu'il a conquis dans la boue et le feu pendant que d'autres dormaient tranquilles. Des droits que nous avons l'intention de faire respecter. 21 minutes plus tard, une berline noire surgit derrière les véhicules militaires et freina brusquement. Un homme en descendit, robe de magistrat jetée à la va-vite par-dessus un polo de golf. Le juge, Leroy. Mais enfin, que se passe-t-il ici? J'ai autorisé cette vente personnellement. La banque est dans son bon droit.
Le colonel s'avança calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, vous avez pris votre décision sans l'intégralité des informations. » Un second porte-document fut présenté au juge. Ces documents ont été archivés au ministère de la Défense en 1973. Ils établissent une servitude fédérale sur cette propriété. René se redressa. Le poids sur ses épaules s'allégeait enfin. La lieutenante Moreau se tenait toujours à ses côtés, comme une sentinelle veillant au respect d'une dette ancienne. Le juge consulta les papiers, son expression passa de l'agacement à l'incompréhension puis à l'inquiétude. « Il semble que ce soit un accord d'usage militaire, mais ce genre de clause expire, non ?»« Pas celui-ci, » répliqua fermement le colonel. Ce contrat classe cette ferme comme actif stratégique de réserve en vertu de la loi sur les ressources rurales. Elle ne peut être vendue sans renonciation volontaire de l'ancien combattant ou preuve de décès. Or, aucun de ces cas ne s'applique ici. Un autre document fut présenté. De plus, le sergent Lemoine remplit tous les critères pour bénéficier des aides instaurées par l'amendement 2020 et 1 de la loi sur la protection des anciens militaires. Son dossier a été perdu 6 fois par le groupe Altis. Les murmures parcoururent la foule, les téléphones s'élevèrent pour filmer. Le journaliste local, venu pour une simple vente rurale, tapait frénétiquement sur son bloc-notes. Le représentant de la banque tenta de s'interposer. « C'est insensé, nous avons respecté toutes les procédures légales. » Mais le colonel resta implacable. « Nos recherches indiquent le contraire. Défaut de traitement d'un dossier de vétéran éligible. Omission de vérifier le registre national des servitudes. Procédure accélérée en infraction directe avec la loi sur la protection civile des militaires. » Il marqua une pause. Le ministère de la Justice s'intéresse désormais de près aux pratiques de votre groupe dans 3 départements. Il se tourna alors vers la foule. Cet homme, ici présent, a porté sur ses épaules des camarades blessés, à travers des rizières glacées sous les tirs ennemis. Il a reçu la médaille du mérite avec citation. De retour, il a ouvert ses terres à l'armée pour des exercices stratégiques à un moment où notre pays craignait l'invasion. Le promoteur ricana. « C'était il y a une éternité. En quoi ça compte aujourd'hui ?» La lieutenante Moreau le fusilla du regard. Parce qu'une promesse faite à un ancien combattant ne s'évapore pas avec les fluctuations du marché. Depuis l'un des camions militaires, des soldats sortirent 2 grandes caisses. La première contenait les archives militaires de René, son dossier complet, ses médailles, soigneusement nettoyées, montées dans des cadres de présentation, y compris celles qu'il avait rendues à l'État des années plus tôt, par colère envers la manière dont les jeunes soldats étaient traités. La deuxième contenait un nouveau titre de propriété, transférant officiellement la ferme à son nom, une restructuration complète de son crédit via les aides pour anciens militaires et ses factures médicales barrées d'un grand solde réglé intégralement, couverte par la loi d'urgence sur les soins aux anciens combattants. La République française reconnaît la dette qu'elle a envers le sergent René Lemoine, déclara le colonel d'une voix solennelle. Sa propriété est protégée par servitude fédérale, son emprunt réajusté, ses dettes médicales effacées. Il se tourna vers le commissaire-priseur, le banquier et le promoteur. Cette vente n'est pas simplement suspendue. Elle est définitivement annulée. Le juge Leroy, qui réalisait enfin l'ampleur du désastre juridique et médiatique qui se profilait, prit une inspiration maladroite. Compte tenu de ces nouveaux éléments, je retire officiellement l'autorisation de saisie. Le tribunal présente ses excuses pour cette grave erreur. Le shérif tête basse approuva d'un signe. Nous veillerons à ce que monsieur Lemoine ne soit plus dérangé. René restait debout, figé au milieu de la scène, toujours cramponné à son vieux chapeau, les larmes aux yeux, incapable de prononcer le moindre mot. Autour de lui, les visages qui quelques minutes plus tôt détournaient le regard portaient maintenant une gêne muette. Ses voisins, ceux-là même qui étaient restés silencieux, baissaient les yeux alors que les militaires sécurisaient le périmètre et que les acheteurs déçus quittaient les lieux. La lieutenante Moreau s'approcha doucement et lui tendit le bras. « Rentrons à la maison, sergent. Votre maison. Si vous pensez que les terres construites sur le sacrifice ne devraient jamais être vendues à des spéculateurs, partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore en la parole donnée. » Ce soir-là, René refusa toutes les demandes d'interview. Il resta simplement sur son porche, regardant le soleil se coucher sur ses champs, ce qu'il garderait jusqu'à son dernier souffle. Les militaires ne repartirent pas tout de suite. Des jeunes soldats en tenue de travail descendirent des véhicules avec des outils et du matériel. Certains commencèrent à réparer la vieille clôture de l'Est.
D'autres grattèrent la peinture de la grange, pendant qu'un menuisier s'attaquait déjà aux marches pourries du perron. La nuit tombée, des projecteurs éclairaient les travaux. René voulut prêter main forte, mais la lieutenante lui posa une main ferme sur l'épaule. « Laissez-nous faire. Pas parce que vous ne pouvez plus, mais parce que c'est à notre tour. » À l'aube, elle revint le chercher pour une dernière chose. Avec le colonel, ils se rendirent au mât près de la grange. Le vieux drapeau déchiré avait été remplacé. Ensemble, ils lissèrent les couleurs, les jeunes officiers en uniforme impeccable et le vieux soldat en chemise de travail, droit comme un if. Les soldats présents se mirent au garde à vous. Aucun discours, aucun besoin. Avant de partir, le colonel lui remit une plaque à fixer à l'entrée de sa propriété. Elle portait ces mots simples. Ces terres sont protégées par l'armée française, en l'honneur du sergent René Lemoine qui a protégé la France lorsqu'elle l'a appelé. Semper Fidelis. Dans les jours qui suivirent, René continua à refuser les caméras et les interviews. Mais un matin, il accrocha une petite pancarte à son portail fraîchement repeint. On pouvait y lire « Cette terre n'a jamais été vraiment mienne. Je l'ai simplement gardée prête, au cas où la France aurait un jour besoin d'elle à nouveau. » L'histoire fit rapidement le tour des réseaux d'anciens combattants avant de franchir la barrière des journaux locaux, puis nationaux. « L'armée arrête une vente aux enchères. Terre de vétérans sauvés », titraient les articles. Une commission parlementaire fut ouverte pour enquêter sur les pratiques bancaires abusives envers les anciens militaires. Le maire de Saint-Jean-du-Lac, flairant l'opportunité politique, proposa de classer la propriété de René comme site historique. De son côté, le groupe Altis, sous pression médiatique et juridique, annonça une révision complète de ses dossiers de prêts attribués à des vétérans. Un mois après la vente avortée, un convoi de jeunes élèves officiers de l'école militaire voisine se présenta à la ferme. Ils n'étaient pas venus pour poser sur des photos. Ils venaient pour écouter, comprendre ce que signifient vraiment les mots devoir, sacrifice et fidélité lorsqu'ils sont vécus, pas juste enseignés. Le soir, alors que la lumière dorée baignait les collines de Saint-Jean-du-Lac, René s'assit sur son porche restauré et observa les jeunes repartir. Il n'était pas un vieil homme sauvé par une intervention extérieure. Il était un homme enfin reconnu pour ce qu'il était vraiment, un gardien, pas seulement de sa terre, mais d'un certain honneur que le monde avait failli oublier. Abonnez-vous à la chaîne si vous pensez que l'honneur ne se démode pas. Il se renforce avec le temps.